Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, évidemment, la réserve fédérale américaine qui est à la une avec l'heure des décisions qui a sonné pour Jérôme Powell qui s'exprimera ce soir donc à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine. On attend une décision sur la réduction graduelle des achats, le fameux tapering qui ne sera une surprise pour personne. Il sera bel et bien annoncé ce soir. La question est de savoir jusqu'où Jérôme Powell fera évoluer son discours sur l'inflation. Est-ce que l'inflation restera officiellement transitoire du point de vue de la Fed et du président de la Réserve fédérale américaine, ou est-ce que le discours évoluera de manière un peu plus symétrique face à une inflation persistante, on l'a vu, qui se maintient largement au-delà de 5% en rythme annuel aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, on regarde également d'un peu plus près la politique américaine aujourd'hui avec des revers électoraux majeurs quand même pour Joe Biden à un an des élections de mi-mandat désormais. On peut d'ailleurs considérer que la campagne pour 2022 commence aujourd'hui avec notamment une victoire surprise, spectaculaire d'un républicain au poste de gouverneur de l'État de Virginie, un État dans lequel Joe Biden avait été largement victorieux lors de la dernière présidentielle, un État que même Donald Trump en 2016 n'avait pas réussi à retourner. Et là, c'est donc un républicain qui accède en Virginie au poste de gouverneur. On voit des résultats très serrés également dans l'État du New Jersey, là aussi historiquement démocrate, et un républicain qui est en train de tenir la corde face à son compétiteur démocrate. L'agenda Biden est-il déjà bloqué? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Et puis dans cet environnement macro-politique, on parlera de stratégie d'investissement dans quelques minutes avec Gilles Etcheberry-Garay, le directeur général d'Invest AM, qui sera à mes côtés en plateau pour cette demi-heure. Et des marchés, actions notamment, qui sont en position d'attente après les records quasi historiques marqués hier pour le CAC 40, notamment les infos clés du jour. À mi-séance, c'est avec Alix Nguyen. Après avoir clôturé sur de nouveaux records, la bourse de Paris se stabilise et se conditionne à l'approche d'une probable annonce de la Fed quant à la mise en œuvre du tapering. Et puis l'autre enjeu sera celui de déceler tout indice relatif à une éventuelle hausse des taux dès l'année prochaine ou début 2023. Mais avant cela, d'autres facteurs viendront rythmer la séance. L'un d'entre eux nous parvenait déjà ce matin. En zone euro, le chômage continue de reculer. Il touche désormais 7,4% de la population active, après les 7,5% en août et contre 8,6% en septembre 2020. En début d'après-midi, aux États-Unis, nous parviendrons les créations d'emplois dans le secteur privé, l'ISM des services et les commandes de biens durables. À Wall Street, les trois grands indices ont atteint de nouveaux sommets hier, toujours soutenus par de bonnes publications d'entreprises. Une orientation qui n'aura en revanche pas beaucoup inspiré du côté de l'Asie, et ce malgré l'accélération de la croissance de l'activité manufacturière en Chine, un manque d'entrain auquel le Premier ministre chinois a contribué en prévenant que la Chine se trouvait confrontée à de nouvelles pressions baissières. Focus sur quelques valeurs. Nexans chute. Le fabricant de câbles confirme ses objectifs financiers pour 2021 en dépit du ralentissement au troisième trimestre de son rythme de croissance du fait des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Imerys est en nette progression. Le producteur de minéraux industriels revoit ses objectifs de rentabilité pour 2021 à la hausse après une performance solide dans un environnement fortement inflationniste. Au sein du CAC, Hermès signe un nouveau record. Total Energy recule dans le siège du repli d'1,6% du baril de Brent. Et puis une nette progression aussi pour Air France KLM dans le sillage de la hausse de Lufthansa. La compagnie allemande a dégagé au troisième trimestre un bénéfice d'exploitation surprise de 17 millions d'euros grâce à la forte demande de cargo. Elle indique par ailleurs que la réouverture des États-Unis aux voyageurs européens devrait soutenir les résultats jusqu'à la fin de l'année. Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
Question Banque centrale, évidemment, à la une, avec la réunion en cours de la Réserve fédérale américaine et la communication de Jérôme Powell attendue ce soir dans un univers de banque centrale où les choses bougent très vite ces dernières semaines. On en parle avec Samy Char, qui est avec nous en vidéoconférence depuis Genève, chef économiste du groupe Lombardier. Bonjour et bienvenue Samy. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec nous en direct. La question concernant la Fed, effectivement, je le disais, dans un univers où beaucoup de banques centrales sont en train de s'agiter sur la question de l'inflation, la question est de savoir jusqu'où le discours de Jérôme Powell sur l'inflation peut évoluer après bientôt 9 mois maintenant de surprise à la hausse continue sur l'inflation aux États-Unis. Oui, bien sûr, il y a le message et l'interprétation de la Réserve fédérale américaine sur l'inflation, mais il y a surtout les anticipations de hausse de taux, ce qui est évidemment une conséquence directe, mais ces anticipations de hausse de taux de la part des marchés qui sont quand même très très conservateurs, avec plusieurs hausses de taux déjà anticipées pour la Réserve fédérale américaine en 2022, mais aussi pour la BCE d'ailleurs. Alors ça on est un peu revenu dessus, mais on montre que vraiment il y a un narratif de marché pour des taux ramenés en avant, assez rapide et du coup pas une capacité d'aller très très haut, contre un narratif de banque centrale qui est tout à l'opposé, c'est-à-dire des hausses de taux un peu plus tard, un peu plus lentement au début, ce qui permettrait d'étendre le cycle et d'aller éventuellement un peu plus haut. Donc c'est la confrontation de ces deux narratifs, des hausses de taux courtes et rapides contre des hausses de taux un peu plus tard et éventuellement à un niveau un peu plus haut pour les banques centrales, et on a vraiment cette confrontation entre les deux. On va avoir une réponse ce soir. Est-ce que Jérôme Powell a des éléments qui lui permettent peut-être de faire un pas timide vers le pricing de marché d'une certaine manière, Samy? Alors, de ce qu'on a vu de la BCE la semaine dernière, de la Banque d'Australie cette semaine, c'est quand même une volonté des banquiers centraux de coller à leur narratif, qui est de dire oui, on doit normaliser la politique monétaire parce que les économies ne sont plus dans une situation d'urgence, mais on va y aller quand même de manière graduelle, de manière flexible, on va essayer de ne pas trop heurter le cycle, on va essayer encore une fois de donner une chance à cette reprise de pleinement s'épanouir. Donc il y a une volonté pour les banques centrales de rester proches de leur narratif, peut-être, oui, d'ajuster un peu à la marge. Je pense que Jérôme Powell va aussi faire partie de ce camp-là, donc il devrait quand même repousser un petit peu ses attentes de marché, peut-être les modifier légèrement, mais je serais très surpris qu'il cède complètement au narratif de marché, qui serait celui de monter les taux très vite et plutôt fort, parce qu'il y a une inquiétude marquée sur l'inflation, alors qu'on sait bien quand même qu'il y a énormément de ces effets qui vont se dissiper en 2022, et on est plutôt conforté au jour le jour dans le fait que ces effets se dissipent. Donc pas de raison vraiment pour Jérôme Powell de céder aux pressions de marché. Et ça veut dire que le discours, le narratif, comme vous dites, de Jérôme Powell sur l'inflation ne peut qu'évoluer à la marge. C'est ce que vous dites, Samy. Officiellement, Jérôme Powell doit encore considérer l'inflation comme transitoire ce soir ? Exactement, la transition est un peu plus longue que ce qui était escompté, mais c'est vrai que ces perturbations sur les chaînes de valeur sont vouées à se normaliser. Mais effectivement, on s'attendait peut-être à ce qu'elles se normalisent un tout petit peu plus tôt. Elles vont mettre un peu plus de temps à se normaliser, mais il n'y a pas de raison qu'elles ne se normalisent pas. Donc en réalité, l'inquiétude, même si, encore une fois, ces banques centrales vont être sous pression un peu plus longtemps qu'espéré, il n'y a pas de raison de penser que énormément de ces effets mécaniques, de ces effets de base, ne finissent pas par se dissiper à un moment en 2022. On peut imaginer que le dialogue que vous avez décrit là, entre les banques centrales et les marchés va se poursuivre et va générer peut-être un peu de volatilité. On l'a déjà observé, notamment sur les marchés obligataires, sur les courbes de taux, avec des mouvements un peu de montagne russe ces derniers jours et ces dernières semaines. Vous le disiez, on voit Christine Lagarde qui essaye de repousser les attentes du marché. Ça ne marche pas totalement. On peut imaginer que Jérôme Powell n'aura pas totalement gain de cause non plus ce soir, avec un marché qui anticipe une voire deux hausses de taux en 2022. C'est-à-dire que cette situation va encore générer du bruit peut-être dans les marchés pour plusieurs mois encore ? Oui, vous avez 100% raison, Grégoire. Les marchés, maintenant, quelque part, ne croient plus ce discours apaisant des banques centrales sur le fait que ces effets transitoires vont se dissiper. Ils vont vouloir voir ça en réel. Et donc, effectivement, c'est uniquement lorsqu'on verra les chiffres
de shipping, les chiffres de temps de livraison, toutes ces problématiques de goulot d'étranglement dans les chaînes de valeur. C'est vraiment lorsqu'on verra une amélioration réelle dans l'économie réelle que les marchés peut-être céderont un petit peu au discours des banques centrales. Donc on va avoir cette forme de convergence entre des banques centrales qui pensaient que ces effets se dissiperaient plus vite et qui finalement cèdent au fait qu'ils mettent plus de temps à se normaliser, mais aussi des marchés qui, quelque part, doivent voir dans l'économie réelle des améliorations avant d'avoir un positionnement peut-être moins extrême quant aux hausses de taux éventuellement anticipées. Si on considère que l'inflation reste transitoire, quand bien même elle dure plus longtemps sur ces niveaux élevés, Samy, est-ce qu'il y a malgré tout de la place pour un calendrier un peu plus rapide peut-être en matière de normalisation de politique monétaire du côté de la Fed? Encore une fois, sachant que d'autres banques centrales de rang secondaire prennent beaucoup moins de précautions que Jérôme Powell ces derniers temps. On a vu des mouvements du côté de la Banque du Canada, demain peut-être la Banque d'Angleterre, même si elle a déjà bien signalé les choses, mais on voit des banques centrales qui sont déjà très en avance. C'est une pression supplémentaire, j'imagine. Oui, bien sûr. Après, la situation américaine est relativement spécifique. Et surtout, je pense que ce que va regarder la Réserve fédérale américaine, c'est d'où vient l'inflation. Si elle vient effectivement de ces effets de base, de ces effets mécaniques et de ces goulots d'étranglement, c'est une chose. Si elle vient de l'augmentation des salaires et des loyers, de l'augmentation des loyers, c'en est une autre, parce que il y a des segments dans l'économie où il y a des effets de substitution. Si vous ne pouvez pas consommer un bien, vous consommez un autre bien. Si vous ne pouvez pas consommer de biens, vous consommez des services. Et donc là, l'inflation qui vient d'endroits où il y a des effets de substitution, elle est moins inquiétante. Mais lorsque les salaires augmentent de manière généralisée et lorsque les loyers augmentent de manière généralisée, évidemment, ça, c'est des signes d'inflation un petit peu de fin de cycle. On n'y est pas encore complètement, mais on sent que cette inflation de fin de cycle, elle arrive très progressivement, de manière assez visqueuse. Et donc, c'est pour cela que la Réserve fédérale américaine doit avoir une politique de hausse de taux. Mais cette politique de hausse de taux peut être graduelle. Elle peut arriver en 2023 et s'étendre sur 2024-2025. Le risque, c'est qu'à trop anticiper cette inflation de fin de cycle, eh bien, on va finir par tuer le cycle trop en amont. Et évidemment, on ne va pas laisser un cycle étendu se mettre en place. Donc, c'est vraiment une situation un peu d'équilibriste pour la Réserve fédérale américaine. Mais d'où vient l'inflation et l'élément central et c'est probablement là que les questions vont vraiment se poser ce soir. Un point clé à prendre en compte pour cette réunion, c'est que c'est une réunion sans nouvelles projections économiques, sans nouvelles projections de taux directeurs. Les prochaines projections sont attendues sur la réunion de décembre. Généralement, vous me corrigez si je me trompe, Samy, généralement les banquiers centraux aiment bien s'appuyer sur ce genre de données, de projections venant de leur staff pour prendre des décisions ou pour modifier le pilotage des anticipations de marché. Oui, c'est effectivement plus cohérent, mais ceci dit, c'est aujourd'hui qu'ils vont annoncer la réduction des achats d'actifs. Donc c'est un meeting quelque part intermédiaire entre deux meetings de projection. Il y a une décision de politique monétaire importante qui est celle de réduire les achats d'actifs. On en parle peu parce qu'elle est évidemment complètement anticipée. On sait que à l'été 2022, la Réserve fédérale américaine ne sera plus en train d'étendre son bilan. Elle achètera évidemment plus d'actifs, si ce n'est le réinvestissement des obligations qui arrivent à échéance. Mais la grande question, c'est, dans la séquence habituelle, on réduit les achats d'actifs, on attend un peu pour voir comment l'économie réagit, et on monte les taux. Et c'est vraiment sur cette question d'attente que les journalistes vont être très très concentrés et vont certainement bousculer un peu Jérôme Powell, c'est-à-dire, mais quel va être ce temps d'attente? Est-ce que ça doit être 3 mois? Est-ce que ça doit être 6 mois? Ou est-ce qu'on n'a plus besoin de temps d'attente? Je ne pense pas que Jérôme Powell apportera une réponse ce soir, mais si effectivement il dit qu'un temps d'attente plus court entre la fin des achats d'actifs et la première hausse de taux peut s'avérer juste dans le cadre actuel, bien évidemment, ça veut dire qu'on peut ramener les anticipations de hausse de taux plus tôt. Et ce serait quand même un signal assez difficile que finalement Powell donne un petit peu raison au marché. Mais le positionnement de Powell sur ce temps d'attente, on pourrait déjà avoir une réponse ce soir, donc ça va être assez intéressant d'être attentif. Est-ce que la séquence de normalisation de la Fed peut évoluer dès ce soir? Réponse donc à partir de 19h30 heure française. On a un décalage horaire amoindré aujourd'hui entre la côte est des États-Unis et le continent et la France. Donc c'est 19h30 heure française, la conférence de presse de Jérôme Powell à suivre. Si on s'intéresse précisément à la politique américaine en tant que telle, Samy, il y avait des élections intermédiaires
locales dans différents États, et notamment des élections pour des postes de gouverneurs. On a vu une victoire inattendu quand même, il faut le dire, d'un républicain en Virginie, en tout cas un État qui était profondément démocrate depuis plusieurs années. Joe Biden l'avait emporté avec 10 points d'avance sur les républicains lors de la dernière présidentielle. Je le disais en introduction, même en 2016, Trump n'avait pas réussi à retourner la Virginie. Là, c'est un républicain qui accède au poste de gouverneur. Il y a d'autres exemples comme ça qui se sont matérialisés la nuit dernière lors de ces élections locales aux États-Unis. Quelle indication ça nous donne? Et évidemment, quelle indication ça nous donne dans l'idée d'évaluer ce que pourrait être la politique économique américaine sur les prochaines années, enfin sur le reste du mandat de Joe Biden en l'occurrence? Oui, j'ai pas l'impression que cette défaite soit tant une surprise que ça. Elle était quand même assez anticipée. Peut-être qu'on était à 50-50, mais enfin, le sentiment qu'il allait avoir une razzia démocrate était quand même pas là du tout. Et qu'est-ce que ça indique sur le futur? Très certainement que ça va être extrêmement difficile pour l'administration en place de préserver sa majorité au Congrès. Alors là, encore une fois, ce serait pas tellement une surprise parce que traditionnellement, les élections de mi-mandat sont perdues pour le parti qui est au pouvoir et qui a gagné les élections présidentielles précédentes. Ça veut dire que ça donne une énorme responsabilité pour l'administration en place de voter les plans d'infrastructure avant, évidemment, idéalement avant la fin de cette année, mais surtout avant l'élection de mi-mandat, parce qu'après cette élection qu'ils vont malheureusement très certainement perdre, on va avoir une forme de blocage fiscal, très peu de décisions et très peu de décisions ambitieuses et de lois ambitieuses seront votées après novembre 2022. C'est généralement comme ça que ça se passe. Il y a une grande polarisation aujourd'hui aux États-Unis. Les républicains et les démocrates n'arrivent pas vraiment à travailler ensemble, parfois un peu, mais enfin, on a le sentiment que pour les plans d'infrastructure, qu'ils soient bipartisans ou faits par réconciliation budgétaire, en gros, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après les élections, il n'y aura plus la capacité de pousser des lois majeures. Merci beaucoup Samy pour vos remarques du jour, votre analyse de la situation américaine en l'occurrence. On parlait de la Fed et de la politique américaine avec vous. Samy Char qui était en visioconférence avec nous depuis Genève, chef économiste de Lombardier. Et on continue de parler macro et allocation d'actifs avec mon invité en plateau, Gilles Etcheberry-Garel, le directeur général d'Invest AM. Gilles, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je le précise, Invest AM, donc société de gestion du groupe Cyrus Conseil. Cyrus Conseil qui est en ce moment un consolidateur quand même de l'industrie de la gestion d'actifs. On peut le dire d'un mot, Gilles, peut-être? Oui, tout à fait. Déjà, comme vous faites allusion, on a acquis la société de gestion Amplegest il y a au mois de juin. Mais même, je dirais, de façon organique, le groupe continue de se développer puisqu'on a eu le plaisir d'atteindre 1 milliard d'euros sous gestion chez Invest AM. Donc la semaine dernière, au chiffre à octobre. Donc on a que la croissance. Il y a l'organique et il y a la croissance externe. Tout à fait. On pratique les deux. Non. Je m'intéresse là parce qu'on voit que le build-up quand même dans le monde de l'industrie, de la gestion d'actifs au sens large est en train peut-être de s'accélérer. Le sujet qui nous intéresse, c'est la macro, déjà dans le sillage de ce que nous expliquait Samy Char sur les politiques monétaires. Quelle est, de manière assez simple, la toile de fond, la big picture macro que vous pouvez avoir aujourd'hui là sur les 12 prochains mois, pour dire les choses, Gilles? Alors, il y a deux choses dans la macro. Il y a la réalité, des chiffres, donner des chiffres. Est-ce que le marché va penser? Puisqu'on voit comme depuis 6 mois une rotation des scénarios qui est absolument pharaonique. On a eu d'abord la machine perpétuelle post-Covid, après l'hyperinflation, maintenant la stagflation. Nous, ce qu'on voit au regard des chiffres, c'est qu'on avait vu le problème d'accélération, de choc d'offres et de demande dans lequel on est aujourd'hui, qui crée un peu d'inflation. Mais après, ce qu'on voit, c'est qu'on a passé le pic de croissance. On l'a passé en juin aux États-Unis, en ce moment en Europe. Donc il n'y aura pas de récession, mais on va avoir une croissance qui va diminuer l'année prochaine. Les plans de relance vont perdre un peu leur effet. On va avoir même des effets fiscaux négatifs en 2022. Donc nous, on a par la Chine aussi, l'impact de la Chine sur la demande. Donc nous, ce qu'on voit, c'est quand même un ralentissement de la croissance et donc une diminution des pressions inflationnistes, surtout les pressions liées à la fois à l'excès de demande, comme aux États-Unis, l'excès d'offres et l'insuffisance d'offres. Intéressant, c'est-à-dire que la phase
normalisation de la croissance, de décélération de la croissance, vous dites, va mettre un terme peut-être au narratif inflationniste, ou en tout cas au risque inflationniste tel qu'on en discute aujourd'hui? Partiellement, on partage la vision d'une augmentation progressive de l'inflation. L'inflation ne se décrète pas, c'est un vieux dicton, c'est quelque chose qui va arriver doucement. Les problèmes de l'énergie, on parlait des prix de l'énergie sont un détonateur pour le moment, parce que la transition va devoir se faire, et elle va se faire avec un coût. Et le coût de l'énergie va augmenter. Et ça sera un phénomène inflationniste, mais c'est quelque chose qui va progressivement faire partie du paysage. Mais c'est pas quelque chose qui se retourne, c'est un super tanker Bien sûr, c'est pas quelque chose qui fait 5%. Ouais. Voilà. Donc là, les 5% qui sont à la fois, et c'est pour ça que les banques centrales ont du mal, c'est à la fois un choc d'offres, puisqu'on n'a pas, on a soutenu la demande pendant le Covid, mais on a arrêté des usines, on a arrêté des champs pétroliers, et donc derrière, il faut remettre tout ça en marche, et ça prend du temps, donc l'offre n'a pas forcément été maintenue, et c'est un choc donc, de demande, un choc d'offre par ce biais-là. Donc c'est très difficile pour les banques centrales de gérer ça. Notre vision, c'est que, le pic de croissance étant passé, a priori, on va avoir une normalisation qui va se faire progressivement, et donc les pressions inflationnistes court terme vont diminuer. Oui, et ça veut dire que, alors, vous faites bien de donner les différents horizons de temps qu'il faut avoir en tête, mais sur le court terme, là, sur les prochains mois, vous dites, l'idée stagflationniste telle que le marché a pu la jouer ne peut être que finalement une parenthèse très transitoire. Oui, on n'est pas les années 70. Oui, on n'est pas les années 70. Soit on aura donc décélération de la croissance parce qu'il y a des facteurs négatifs. On a le prix de l'énergie, mais aussi on a la hausse des taux d'intérêt court terme. On a eu cette semaine un emballement des taux court terme. On a cité la Banque d'Australie, Banque du Canada. Et on voit les taux d'intérêt long terme qui eux baissent, parce que face à cette pression qu'on met sur la Banque centrale, les croissances long terme commencent à diminuer un peu. Et ce qui est assez fascinant, c'est que les marchés actions passent complètement à travers, mais en fait, il y a quand même eu des secousses très très importantes sur les marchés de dette, surtout court terme, la semaine dernière, par exemple. On va y revenir, mais disons un mot de la Chine. Effectivement, c'est toujours l'éléphant dans la pièce. Quel va être l'impact de la Chine là, sur la croissance mondiale 2022 Pour moi, il va être très important. Il est sous-évalué, je veux dire sous-évalué très fortement. On cherche un Lehman Moment au moment d'Evergrande. Mais ce n'est pas un Lehman Moment. Par contre, le modèle chinois est à jeter. Je veux dire, aujourd'hui, Xi Jinping, enfin la direction chinoise, pense pouvoir maintenir 7% de croissance et ne pas faire de mal investissement dans l'immobilier. C'est pas possible. Et donc, dans les années qui viennent, ou même dans les mois qui viennent, ils vont devoir choisir entre refaire du mal investissement et l'abus de l'immobilier jusqu'au moment où ça éclate vraiment, au-delà de leur capacité à gérer, ou dire, OK, c'est du mauvais mal investissement, de la mauvaise croissance, du mauvais gras, et donc je fais 2,5% de croissance, 3% de croissance organique. Et là, la Chine a 2,5%, 3% de croissance organique. C'est pas dans les cartes, ça. C'est un choc. Alors, le contrôle social augmente, on a un peu parlé, le contrôle social augmente énormément parce que on sent qu'il y a un moment, là, il va devoir choisir, mais probablement le deal monopole politique du Parti communiste chinois contre croissance à 7%, il arrive au bout. Il arrive au bout. Et quelque part, le problème, c'est que le maintien du monopole du Parti communiste est incompatible avec... là, on arrive sur des considérations beaucoup plus larges. Oui, bien sûr. Mais pour moi, une fragilité structurelle, là, vous dites quand même, dans le rôle qu'a joué la Chine dans la croissance mondiale sur ces dernières années. C'est 30 ou 40% de la croissance mondiale des dernières années. Et là, la croissance chinoise va se normaliser. Ou alors, ils ressortent les vieilles recettes. Et ils disent, OK, à Evergrande, vous faites 4 fois de leverage et tout ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment, ils auront ils auront deux problèmes. Ils ne pourront pas forcément convaincre le public chinois de continuer à acheter des appartements vides, parce que 70% des actifs des ménages chinois sont dans l'immobilier local. Sachant que c'est la plus grande classe d'actifs mondiale, c'est 60 trillions de dollars, c'est l'immobilier chinois. Donc il faut qu'il y ait un acheteur final. Donc le Parti communiste, malgré sa puissance, ne va pas forcément convaincre les ménages chinois d'y aller. Et deux, il y a un moment où là, ça finit par éclater, et là, ils sont peut-être plus capables de gérer. Donc là, probablement, à mon avis, c'est un peu trop tard, mais ils ont quand même, là, ils ont pris le problème, mais ça aura un impact mondial, oui, dans la nature de la croissance, sur certaines et c'est pas fini, enfin, je veux dire, ça commence. Ça commence. Ça commence. La longue marche chinoise commence vers la normalisation. Ce qui faisait, il y avait une illusion, les 7% de croissance avec une économie aussi grande, il y a un moment, de toute façon, il y a le niveau des $10 000, il y a plein de choses qui font que la Chine doit converger à un moment ou à un autre vers la croissance mondiale. Et là, on y arrive parce qu'ils doivent choisir, donc maintenir
le mauvais gras ou garder que le muscle. Une fois qu'on a considéré tous ces points, Gilles, comment est-ce que ça se traduit dans une allocation d'actifs chez vous? Ou est-ce que, je sais pas, où est-ce qu'il y a peut-être de la valeur à aller chercher que le marché ne perçoit pas encore aujourd'hui d'une certaine manière? Alors je dirais que deux choses, déjà il faut être diversifié. Aujourd'hui il n'y a pas, et mondialement diversifié, c'est là parce qu'il y a tellement de scénarios et tellement de pièces mobiles que je dirais, nous on analyse trois endroits où on peut trouver de la valeur. On va finir par le paradoxal derrière. Un, c'est les devises, donc le dollar. On a vu que la Banque centrale américaine, il y a quand même, aujourd'hui on a 5% de croissance, 5% d'inflation, le taux à zéro, c'est pas tenable aux États-Unis, donc il y a quand même une pression réelle, alors qu'en Europe, on a quand même en Italie, on a bien vu que l'Italie pose problème pour la BCE, donc on a une vraie raison de maintenir les taux bas encore, alors que les Américains, c'est plutôt l'inverse, c'est juste parce que les valorisations du marché sont aussi élevées. Mais donc le dollar gagnant, les émergents, les émergents énergétiques non chinois aussi, parce que c'est des devises qui ont été massacrées depuis 10 ans et qui peuvent marcher, donc il y a les devises. Il y a les actions et tout ce qui est lié à l'énergie. Comme je disais tout à l'heure, on est dans la transition énergétique et le problème, c'est que pour accélérer la transition énergétique, aujourd'hui, le solaire, on sait fabriquer l'électricité moins chère avec le solaire. Simplement, on a tout installé en tout legacy, on a tout installé avec le pétrole, le charbon. Et pour faire une transition, il faut qu'il y ait un écart de coût suffisant. Et donc, l'énergie carbonée vont coûter plus cher. Et ça va favoriser l'installation, mais l'énergie va coûter plus cher pour le monde on a décidé qui vient pour accélérer la transition énergétique. Donc nous, on est très favorable au secteur énergétique en termes d'action. Et enfin, les obligations long terme, dans certains pays, qui sont rémunératrices. Donc voilà un peu la surprise, puisque tout le monde est négatif. Mais c'est un élément de diversification et de stabilisation et probablement de gain si le narratif d'un ralentissement de la croissance s'impose. Vous avez du 1,70 sur le 10 ans américain. Ça paraît un taux assez intéressant, surtout vu d'Europe. Visiblement, oui, c'était il y a 2 semaines, 1,70 nous, on est acheteur américain. Visiblement, ça a intéressé des investisseurs. Et on s'est mis acheteur. Et même on peut parler du 30 ans allemand. Qui était remonté et qui rebaisse. Il y a des choses à faire sur les durations longues parce qu'il y a le feu. C'est clairement la pression sur les banques centrales augmente sur les durations courtes, mais à contrario, on voit bien que les durations longues baissent un peu et donc permettent de stabiliser le portefeuille. Donc on pense que pour 2022, certaines durations longues pourront, donc obligations long terme, pourront être bénéfiques dans les portefeuilles. Toutes choses égales par ailleurs, à ce stade, avec les éléments qu'on a à notre connaissance, vous dites, vous voyez pas du tout un emballement des taux longs. Moi, je me souviens, 2%, ça reste une cible pour beaucoup, 2% au-delà, peut-être, sur le 10 ans américain. Dès 1,70, vous êtes déjà content de ce que ça peut. Il y a quand même pas mal d'endettement. On a l'inflation tout juste commence à attaquer cet endettement. Je veux dire, il faut voir que les stocks d'endettement pendant la crise du Covid ont juste augmenté. Et donc, il faut pouvoir payer ses dettes. Donc, il y a quand même un niveau un peu naturel de frein sur la conjoncture qui fait que et la hausse du pétrole et la hausse du dollar et la hausse des taux, tout ça, c'est des éléments qui sont plutôt des freins dans la conjoncture, donc qui mécaniquement ralentissent la croissance. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver de l'intérêt à court terme, je veux dire, sur ces maturités-là. Ceci étant dit, je pense à 5 ou 10 ans, mais 5 ou 10 ans, on a du temps, on a le temps de faire plein d'émissions. À 5-10 ans, oui, que les taux arrivent à 2,5-3%, c'est naturel, mais ça ne monte pas en ligne droite. Là, on a fait déjà un 60,05. Maintenant, il est temps peut-être de respirer sur 2022. Si je me réfère au paradigme précédent, donc vous êtes long obligations, long treasuries. Est-ce qu'il faut être long tech ? Est-ce que c'est toujours le couple qui fonctionne ? C'est-à-dire, si on juge que les taux ne peuvent pas remonter, que les taux vont rester bas pour longtemps, est-ce qu'il ne faut pas jouer plus que jamais encore peut-être la tech américaine en l'occurrence ? Nous, on a une particularité parce qu'on essaie de construire des portefeuilles robustes. Donc on est long taux et long énergie. Parce que si l'inflation s'emballe, ce sera par le pétrole. Donc ce qu'on perd sur les taux, on le gagnera sur l'énergie. Donc nous, c'est notre, quelque part, portefeuille équilibre qu'on a en ce moment. Il est plus complexe que ça, mais je schématise. La tech, c'est mieux, ça gagnait à tous les coups. Ça a gagné un peu dans tout. Donc maintenant, on voit quand même que les résultats ont été bons, mais on voit quand même que la semaine dernière, les 300 milliards de capitalisation de Tesla, on peut masquer une semaine un peu plus difficile pour Nasdaq, puisque Amazon et Apple n'ont pas eu des résultats extrêmement importants. On a quand même des valeurs futures, effectivement, qui sont très importantes, dépendent des taux, et c'est pour ça que les taux qui baissent sont plus favorables pour la tech, mais en même temps dépendent aussi des résultats de l'économie. Et on voit que Facebook commence à appliquer un peu du nez, Apple commence à appliquer un peu du nez, il reste Microsoft, il reste Google
qu'il a des profils monopolistiques. Est-ce que le Congrès, et il a un procès en ce moment au ministère de la Justice sur Google, est-ce que ça va se développer? Et après, il y a Tesla qui a un mystère, puisqu'on a 50% de la capitalisation mondiale automobile et 1,5% des ventes. Là, est-ce qu'on roulera tous dans Tesla dans 10 ans Est-ce qu'on moitié... aura tous 4 Tesla Non, dans une 10 Tesla, ans non, mais est-ce que une voiture sera une Tesla sur 2? Ça, je suis incapable de le dire. La semaine dernière, c'était visiblement ce qui était en cas avec un contrat Hertz qui apparaît assez mystérieux, mais voilà, on est dans des spéculations assez importantes. On l'a vu donc sur prudence sur la tech. Enfin, nous, on est vu les valorisations, nous sur les valorisations, normalement, nouveau cycle, nouveau leader. Voilà, donc on pense que ce sera plutôt énergie. Merci beaucoup Gilles. Merci pour votre analyse de marché et vos propositions là, en termes d'allocation que vous faites aux clients d'Invest AM. Gilles Etcheberry-Garret, le directeur général d'Invest AM, qui était avec nous en plateau pour cette émission de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.